Hello, bienvenue dans un nouveau vlog et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis toute blanche parce que j'ai donc installé mes décorations de Noël et mon sapin. C'est très chouette, voilà, c'est Noël, c'est cool. On rentre dans une période toujours, je trouve, très joyeuse avec toutes ces rues qui sont illuminées et toutes ces décorations qui sont mises à l'honneur. Bref, je vous reprends pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé ces dernières semaines et vous ouvrir quelques colis et normalement aussi vous donner mon avis sur mes lectures en cours. Je suis désolée, la luminosité n'est pas dingue. Il y a quelqu'un qui est sur moi. Mais on va quand même faire avec en ce moment et depuis un petit moment. Vous le savez, au niveau lecture, c'est... Au niveau lecture, c'est un petit peu compliqué dans la mesure où je lis de manière très très lente. Oula, mais elle a failli se casser la figure, c'est pas possible. Je lis de manière très très lente, donc du coup, je suis dans cette lecture depuis un bon mois maintenant, l'oracle de l'oiseau noir de Deborah Harkness, qui n'est autre qu'un cinquième tome, le cinquième tome de la saga, donc le livre perdu des sortilèges. Je crois que je vous en avais parlé, j'ai dû vous en parler à un moment donné, mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette saga. Elle est disponible en série sur Netflix. Si, si ça vous branche pas de lire les livres, ce que je peux comprendre, c'est une saga de vampires, démons, sorcières. Et j'étais trop contente quand j'ai su que les éditions de Charleston allaient sortir ce cinquième tome chez eux. Je sais plus dans quel... je crois que c'est Calman Levy qui édite en grand format cette saga. Et du coup, ce cinquième tome, pour moi, est bien un cinquième tome. Mais c'est vrai que d'un point de vue marketing, ils l'ont quand même vendu comme étant une nouvelle trilogie. Donc un premier tome, entre guillemets, d'une nouvelle saga. Personnellement, je ne trouve pas, parce que je trouve qu'on retrouve, que c'est très important en fait de connaître l'histoire et l'historique des personnages pour comprendre un peu les sujets qui sont abordés dans ce roman. J'en suis ici, donc j'en suis, je sais pas, à la moitié, je pense, du livre. Ouais, c'est ça. À la moitié du roman, et je me régale, j'aime beaucoup cette ambiance. Par contre, je trouve qu'il y a quand même quelques longueurs par rapport à la saga de base. Alors, la saga de base, elle contient 3 tomes. Le livre perdu des sortilèges, l'école de la nuit, le nœud de la sorcière. Et ensuite, vous avez un 4e tome qui est un peu un tome annexe. Dans la annexe, j'arrive pas à parler aujourd'hui, je suis désolée. Dans la mesure où ce tome annexe revient sur l'histoire en fait d'un des personnages. Donc c'est un personnage plutôt secondaire. Mais on retrouve quand même un petit peu les personnages principaux à quelques moments. Mais c'est juste un tome annexe, j'ai envie de dire. Mais tout de même. Et là, on va suivre du coup les personnages principaux, donc Matthew, le vampire, et Diana, la sorcière. On les retrouve des années plus tard, voilà, sans trop vous spoiler, des années plus tard avec leur famille. Et il est question d'oracle, bien sûr, comme c'est dit, de cartes, donc ça me fascine un petit peu de cartes dans ce tome-là, dans ce livre-là. Et il est question aussi des origines finalement de Diana. C'est pour ça que c'est hyper important, je trouve, de connaître la saga et toutes les problématiques de la saga de base pour pouvoir comprendre un peu les problématiques de ce roman. C'est pour ça que je ne suis pas très d'accord avec l'idée que ce soit vendu comme étant un premier tome de trilogie. Pour moi, non, parce qu'on comprend pas tout si on n'a pas les tenants et les aboutissants. Malgré ça, donc, je vous disais, pas mal de longueur, mais j'aime toujours autant les personnages, donc je suis trop contente de les retrouver et je lis comme un escargot. Voilà, comme un escargot, mais en fait, je savoure, je trouve que le livre, déjà, aussi, est un objet livre magnifique. Et du coup, ça m'encourage pas, j'ai envie de vous dire, à lire de manière plus vite. Parce que je suis là, j'ai envie de tourner les pages, j'ai envie de l'ouvrir. Vous voyez, je fais durer clairement le plaisir. Mais c'est un peu ma saga chouchou. Très 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 adulte. Attention, on n'est pas sur de du fantastique version young adulte. Absolument pas, c'est très adulte parce que c'est assez long, assez lent comme rythme. Et au-delà de ça, je trouve que l'histoire d'amour, par exemple, dans le premier tome,
elle met longtemps quand même à se mettre en place, mais en même temps rapidement. Enfin, vous voyez, on est quand même sur une histoire d'amour très mature, je trouve. Bon, il n'y a pas d'immaturité non plus hein, dans les histoires d'amour, mais je trouve que elle est différente, voilà, de ce que j'ai eu l'habitude de lire, donc je la trouve vraiment très intéressante. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ma lecture en cours à mi-parcours. Donc je savoure. Et surtout, il y a un truc qui va pas du tout m'aider pour continuer cette saga de manière, enfin la lire de manière plus rapide, c'est que j'ai commencé un nouveau livre que j'ai acheté ce week-end. J'ai clairement craqué, après j'avais une carte cadeau Cultura. Ceci explique cela. Ma carte cadeau se périment un 15 janvier je crois. Quelque chose comme ça, je me suis dit bon on va pas la faire perdre, ce serait dommage, donc du coup j'ai acheté Un homme sous le sapin, au pied du sapin pardon, de Lucy Score, qui n'est autre qu'un tome 2. Je vous avais déjà parlé je crois dans le vlog précédent de L'homme de la situation qui est paru chez Charleston au format poche, et donc là on est sur le tome 2 en fait, parce qu'on suit un personnage, on suit la sœur du personnage principal du premier tome, et donc on a son histoire, et donc son histoire d'amour, vous en doutez. C'est très... l'objet livre est magnifique, je pense que c'est pour ça que j'ai craqué aussi. C'est clairement dans la saison là en plus, et j'avais vraiment envie aussi de lire des romances de Noël. Là vous voyez on est plus, non mais vraiment c'est deux livres, deux ambiances quoi. On est plus sur quelque chose de octobre, novembre, Halloween. C'est pour ça que j'avais prévu de le lire en novembre, parce que je l'ai commencé le 1er novembre. Et j'ai pas eu le temps de le finir du coup. Mais c'est pas grave, je me laisse complètement porter au gré de mes envies. Et j'ai décidé d'attaquer un peu plus rapidement, un peu plus tôt les romances de Noël. Parce que celui-là me faisait trop envie et j'ai besoin, je pense, d'une lecture un peu doudou, réconfortante en ce moment. Donc voilà, c'est clairement de la... Comment on appelait ça, oui, de la romance, d'une romance de Noël, voilà. Et ensuite, du coup, on est dans le milieu de la télé-réalité, et c'est un peu la télé-réalité en mode rénovation de maison. Et en fait, il y a un ouragan qui a complètement dévasté une petite ville dans le Connecticut, donc qui s'appelle Mary, et en fait, on a c'est un enemies to lovers, donc entre le maire de cette ville et la fameuse star de télé-réalité qui veut absolument faire son émission de rénovation, donc de maison, dans cette ville pour pouvoir un petit peu rétablir le marché de Noël qui faisait un peu la renommée de la ville avant l'ouragan. Donc du coup entre eux deux ça va chauffer au début, on se doute, et puis après ça part sur quelque chose d'un peu plus, voilà, sans trop vous dévoiler l'intrigue, mais je pense que elle est clairement attendue sur ce genre de roman. C'est un peu mon petit plaisir coupable, j'avoue. Voilà, et donc comme j'ai trop hâte, je l'ai acheté et j'avais trop hâte de le lire, je me suis dit Marie, qu'est-ce qui t'empêche vraiment de commencer les livres que tu as envie de commencer? T'es plus du tout, on va dire, attaché spécialement à une maison d'édition, même si pour l'année prochaine, je reste partenaire des éditions Charleston. C'est tout. C'est le seul partenariat que j'ai en maison d'édition. Et je pense que ça va me faire du bien pour pouvoir écouler vraiment tous les livres, enfin tous, je ne sais pas, mais une grande partie des livres de ma palle. Que dis-je, de ma bibliothèque à lire. J'avais fait une vidéo à ce sujet, vous pouvez la retrouver. Voilà, où je vous présentais un petit peu ma bibliothèque à lire avec tous les livres qui la composent et que je n'ai donc pas lu. Oups, encore. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire, et donc nous allons maintenant... alors soit je vous fais des avis lecture, mais je pense pas. J'ai pas trop le temps. Mais je vais quand même ouvrir mes petits colis là que j'ai reçus. Donc 3 colis, je pense, des éditions Charleston. Avant ça, avant d'ouvrir mes fameux colis, je voulais vous dire que il y a 2 semaines ou 3 semaines, je sais plus, nous sommes allés en centre-ville de Bordeaux avec le Book Club. Donc c'est un club de lecture que j'ai co-créé entre guillemets, enfin voilà, avec une amie qui normalement se déroule toujours au Cultura de Bègles, pour celles et ceux qui sont de la région bordelaise. Mais on s'est dit qu'on allait un petit peu changer, et donc on s'est donné rendez-vous au centre-ville de Bordeaux pour aller tout simplement bruncher donc un dimanche, et aussi visiter la nouvelle librairie
qui a ouvert, qui s'appelle donc les Book Lovers. Voilà, encore une fois, si vous êtes de la région, je pense que vous pouvez peut-être un peu connaître. Je vous mets les images juste maintenant et on se retrouve après pour mon ouverture de colis. Voilà, donc c'était très sympathique et j'ai beaucoup aimé voilà, passer un petit moment avec tout le monde. Ça fait du bien d'avoir un groupe comme ça qui est où on aime beaucoup parler lecture. On a des goûts quand même assez variés et éclectiques et c'est ce que j'apprécie aussi beaucoup dans ce book club. Donc j'espère en tout cas que pour l'année prochaine ça va perdurer et qu'on pourra toujours autant parler de différents livres, différents genres littéraires, tout ça, tout ça. J'aime beaucoup voilà, notre petit groupe, vous l'aurez compris. Et si vous voulez nous rejoindre, si vous voulez rejoindre le book club, c'est ouvert. Il suffit juste de m'envoyer un message sur Instagram et puis je vous ajoute. Voilà pour l'instant promo. Maintenant, ouverture de colis. J'ai 3 colis qui sont énormes. Donc c'est parti. Alors je sais que Charleston, ils avaient eu des petits problèmes au niveau de l'approvisionnement. Enfin, pas vraiment de l'approvisionnement, mais de la logistique là, de leurs fournisseurs. Donc il y a eu des livres qu'on a reçus, d'autres qu'on n'a pas reçus, etc. Donc j'espère que tous les livres qui me manquaient sont là. Parce que sinon, bah... Oups. Vous voyez, on a un énorme carton pour un gros chèque. Voilà, pour ça. Donc j'ai un gros carton pour ça. Il est bien protégé, hein, au moins. Donc voici le livre en question. Malheureusement c'est un flop pour moi, j'ai abandonné cette lecture. Voilà, 10 jours pour une love story, donc je ne vous ferai pas de chronique à son sujet. J'ai vraiment, c'était pas du tout, mais alors mais pas du tout le moment pour moi de lire cette lecture. Je crois que je l'ai lu, on était au mois d'avril, enfin ça remonte hein, vraiment ça date, je sais plus, mai, on était au mois de mai. Et j'ai eu une période, voilà, une espèce de panne de lecture et puis même j'avais pas du tout envie de lire, c'était pas du tout ma priorité pour le coup. J'avais bien d'autres choses à penser, donc malheureusement pour moi, en fait j'ai pas accroché avec la plume au début, avec l'histoire qui allait partir en love story machin, j'ai fait oulala, stop, arrêtons là. Donc désolée, mais s'il vous tente, allez-y. On donne quand même un petit résumé. C'est un peu fantastique parce que si elle n'était pas déjà morte, Delphi mourrait de honte. Elle vient de s'étouffer avec un infâme hamburger cuit au micro-ondes et la voilà maintenant à Evermoor, dans la salle d'attente de l'au-delà, vêtue d'une abominable chemise de nuit devant un homme très séduisant. Alors qu'ils font connaissance, l'étincelle jaillit et Delphi pense avoir enfin rencontré son âme sœur. Mais catastrophe, à la suite d'une erreur administrative, il est renvoyé sur Terre, plus précisément à Londres. Heureusement, Delphi se voit offrir une dernière chance, 10 jours sur Terre pour retrouver son bel inconnu et l'embrasser. Si elle réussit, elle sera autorisée à rester avec lui, sinon tout ce qui l'attend est un simple aller pour l'au-delà. Voilà, s'il vous tente, allez-y. Moi, je recommencerai pas. J'ai déjà 50 000 livres à lire, donc voilà. Mais bon, je pense que les autres, du coup, sont un peu plus réjouissants parce qu'il y a une réception que j'attends avec grande impatience. C'est un tome 2 que j'ai trop aimé, d'une saga. J'ai eu un coup de cœur pour le tome 1, donc, et j'ai beaucoup aimé ce tome 2. C'était pas un coup de cœur le tome 2, parce que je trouvais un peu longueur, mais est-ce que c'est ce roman? Oui, c'est celui-là, ma foi. Il était effectivement... Oula, j'arrive pas avec les couilles. Il était effectivement très épais, comme vous pouvez le remarquer, c'est une énorme brique. Mais il s'agit du tome 2 du chant des Highlands de Sarah Lark, donc à la poursuite de nos rêves. J'ai tellement aimé le tome 1, je vous en avais parlé, c'était un gros coup de cœur et ce tome 2 est vraiment, vraiment très bien aussi. On continue du coup de suivre les personnages, c'est 3 cousines qui là sont pendant la pendant la Première Guerre mondiale, pardon. Et du coup, en fait, on va continuer de suivre tout leur... comment expliquer? On est vraiment sur une saga familiale pure et dure, tous leurs rêves, leurs espoirs, leur vie en fait, avec leurs rencontres, leurs désillusions, leurs amitiés, leurs amours. Enfin, vraiment, c'est une pure saga familiale
que j'ai adoré. Donc je vous conseille le tome 1 et donc, qui s'appelle Le Chant des Highlands. Et ici on est sur le tome 2 donc qui est déjà paru et je suis trop contente. Je vais regarder bien sûr, ah ben voilà le tome 1. Vous avez le tome 1 ici qui est paru en poche du coup je pense. Et je regarde les avis des lectrices. Oh il y a mon avis, trop bien. Je suis très contente. Encore un superbe tome, cette saga est magistrale, des personnages attachants, des parcours de vie incroyables et une multitude d'aventures, le tout avec un contexte historique prenant, une pépite. Je valide mes propres mots. Franchement, je vous le conseille à fond, à fond, à fond. Alors, c'est vrai que c'est quand même, il est un peu lourd. Ayant beaucoup apprécié le tome 1, j'avais hâte de retrouver les héroïnes dans ce second tome. La plume fluide et bien construite de l'autrice m'a totalement transportée. Gaëlle, les mots de Gaëlle. Vraiment trop bien. Et donc Léa, lecture du dimanche, gros coup de cœur pour ce roman puissant aux héroïnes inspirantes. L'autrice nous offre un récit immersif et il est difficile de lâcher le roman une fois commencé. Comme pour le tome précédent, j'ai aimé ma lecture dès les premières pages et j'ai dévoré les suivantes. Ce roman est beau, fascinant et terriblement addictif. Voilà. Le gros plus pour moi de la saga, c'est qu'on voyage. Et là, on voyage notamment, alors je l'ai lu il y a un moment, mais de mémoire, on est en Afrique du Sud. Ça m'a vraiment marqué le passage en Afrique du Sud. Je trouvais que c'était... puis même, on est en pleine Première Guerre mondiale, donc on a un peu... on n'a pas ce qui se passe vraiment au front, mais on a un des personnages qui est donc infirmière de guerre et donc qui reçoit les blessés. Donc voilà, on est vraiment en immersion complète avec ce contexte historique évidemment fort, très fort et très prenant et important dans ce tome. Donc voilà, je suis très contente. Très contente de cette réception parce que c'est une saga génialissime, vous l'aurez compris. Et alors le troisième, je pense que c'est un poche, c'est très léger et c'est tout plus court que les autres. Ah non, ce n'est pas un poche et ce n'est pas un livre que j'ai lu, voilà. Et bien comme ça au moins. Noël d'une rive à l'autre, il est vraiment très beau, de Debbie Macomber. Je pense qu'il était en lecture optionnelle. Voilà. Mais alors du coup c'est un format... Ah ouais. C'est un format qui est plus petit que les formats classiques brochés de chez Charleston et il est tout court. Mais écoutez, franchement, pour une petite lecture de Noël, je trouve ça très sympa. Du coup, un roman chaleureux et plein de tendresse par la reine américaine du roman de Noël. Debbie Macomber, je crois que oui, elle a écrit beaucoup de livres et publié beaucoup de livres chez Charleston. Petite lettre et grand miracle, passer Noël en Alaska, mode d'emploi, rendez-vous à Times Square pour Noël. Je sais plus où je l'ai vu passer aussi, bref. Île de Brainbridge, État de Washington. À la veille de Noël, Avery embarque sur le ferry pour rejoindre Seattle où elle doit passer les fêtes avec son frère Reed. Mais très vite, une panne immobilise le bateau au beau milieu du détroit, mettant à mal ses projets. Coincée à bord, Avery fait la connaissance des autres passagers, Virginia qui va retrouver sa sœur jumelle après des années de conflit, James dont la femme va accoucher à Seattle d'une minute à l'autre, mais aussi le séduisant Harrison, marin de la Navy qui lui rappelle un peu trop son ex. Ça donne le tout. Pendant ce temps, sur l'autre rive, Reed croise une de ses collègues qui attend elle aussi l'arrivée du ferry. Et si ce contretemps était pour tous une chance inattendue de laisser place à la magie de Noël. Bon, voilà. Clairement sur The Romance, je pense, de Noël. Mais écoutez, je suis très contente quand même de le recevoir. Il est quand même tout court. Enfin, je sais pas, je le trouve un peu court. Et ouais, il n'y a pas beaucoup d'avis des lectrices. Donc je pense que c'était une lecture optionnelle. Clairement. Il fait 228 pages sur un mini format, sachant que c'est quand même très aéré, je trouve, comme mise en page. Voilà, ça peut être très sympa effectivement pour Noël. Donc merci beaucoup à Charleston pour l'envoi de ces romans et je pense que nous sommes arrivés au terme des envois que je reçois donc en tant que lectrice Charleston parce que je crois que c'était tout ce qui me manquait en termes de réception. Donc ça y est,
c'est un peu la fin. Pour moi, ça signe un peu la fin en fait. C'est-à-dire que pour vous, la fin, ça a été l'annonce des nouvelles lectrices. Mais pour moi, finalement, la fin, c'est un peu ces réceptions et le fait que bah, je vais plus en recevoir. Je vais recevoir peut-être voilà, une grande partie en tout cas de ce que j'ai demandé au catalogue. Parce que ça y est, on a déjà demandé, rempli le catalogue pour les prochaines parutions de janvier et de février. J'ai hâte parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de pépites, vraiment beaucoup. Elles sont très chanceuses et j'aime beaucoup les lectrices, je voulais dire. Et j'aime beaucoup aussi je crois que je vous l'avais dit, j'ai adoré vraiment le programme de janvier-février du coup de cette année-là, 2025. J'ai eu notamment un coup de cœur pour Le Chant des Oubliés. Donc je pense que c'est un bon cru à chaque fois la rentrée littéraire d'hiver chez Charleston. Vraiment, j'attends avec impatience et je sais que mars-avril, j'avais beaucoup aimé aussi dans les parutions de mars-avril là. J'avais bien aimé. C'est après que ça avait commencé un peu pour moi à être moyen. Mais j'avais quand même eu de très bonnes lectures et vous voyez, j'ai quand même fini mon année de lectrice avec ce livre qui était génial. Donc en vrai, voilà, ça dépend un peu des catalogues, mais dans l'ensemble, très bon cru en tout cas de janvier à avril, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc j'ai hâte un peu de connaître quelles sont les futures parutions. Je vous laisse là, j'ai 2 avis. Ouais, j'ai 2 avis lecture terminés du coup à vous faire et je vous retrouve plus tard du coup pour vous les donner. Ça fait très longtemps que je ne vous ai pas pris du coup pour vous ouvrir un vlog. Je sais, j'ai été pas mal occupée en cette fin d'année et au-delà de ça, j'ai eu aussi je pense un mini ras-le-bol entre guillemets des réseaux parce que bah, mine de rien on passe quand même beaucoup de temps sur les réseaux et j'ai trouvé que voilà le climat ces derniers mois était pas forcément au beau fixe. Voilà, j'ai eu besoin tout simplement, je pense, de prendre un peu de recul sur YouTube notamment, par manque de temps aussi. Bref, il y a eu plein de raisons qui ont fait que je suis beaucoup moins présente là en cette fin d'année. Ça a été voilà, un peu chargé. Donc n'attrapez pas ma veste s'il vous plaît. Déjà, je vous souhaite une très belle année 2026 voilà, pour tout le monde. C'est que cette année vous apporte de la joie, de la paix, de la sérénité, du bonheur, la santé, bref, tout ce qu'il vous faut en cette année 2026. J'espère en tout cas que vous allez faire de très belles lectures cette année, que vous allez avoir de merveilleux coups de cœur. J'espère que vous n'entendez pas Vivi qui est en train de manger ses croquettes. Voilà, vraiment, je vous souhaite à tous une très belle année. J'espère également que tous vos projets vont réussir. Voilà, je vous souhaite vraiment le meilleur, encore une fois, pour cette année 2026. Et moi, j'ai envie de faire des bonnes résolutions, de prendre de bonnes résolutions là, en ce mois de janvier. Mais c'est compliqué. C'est compliqué, donc voilà, aucune résolution ne seront prises dans cette vidéo. J'espère revenir rapidement, régulièrement sur YouTube. Mais je sens que ça va être compliqué là. Déjà, quand je vous tourne, je me rends compte que j'ai plus l'habitude en fait de parler et on perd très vite finalement cette habitude de parler là face au téléphone. Insupportable. J'imagine que mon discours doit être complètement décousu. J'en suis désolée. Voilà, soyez un tout petit peu indulgent. J'ai envie déjà forcément de vous faire plein d'updates lecture parce que j'ai quand même pas mal lu du coup, enfin pas mal, un tout petit peu en vrai, lu pendant les mois là où j'ai été à peu près absente. Je pense que j'ai été en vrai absente tout le mois de décembre.
bref, voire même fin novembre. Tout d'abord, un petit nouveau vient s'ajouter à ma pile à lire, que dis-je, ma bibliothèque à lire, en fait elle est derrière vous, c'est carrément une bibliothèque. La fileuse de verre de Tracy Chevalier, j'aime énormément cette autrice, j'aimerais beaucoup continuer à lire en fait des romans d'elle là en 2026 parce que ça me manque. Elle a une façon de narrer en fait et de raconter les histoires qui est juste fabuleuse. J'avais adoré du coup d'elle La jeune fille à la perle ainsi que La brodeuse de Winchester. Voilà, ce sont deux romans que je trouve vraiment géniaux et du coup j'ai extrêmement envie de continuer à la lire. Et quand j'ai vu que celui-ci paraissait du coup au format poche, je me suis dit mais c'est génial, allons nous le procurer. Il est assez épais, c'est un pur roman historique, mais ce qui m'a fait adhérer c'est la fresque vraiment sur visiblement des siècles et des siècles, ainsi que l'endroit où ça se passe. Je pense que vous pouvez à peu près le deviner, donc à Venise. J'ai visité Venise une fois, et enfin non, deux fois. Mais je me souviens plus trop si c'est une fois ou deux fois parce que c'était sur des temps extrêmement courts et j'ai adoré. Voilà, j'ai qu'une hâte, c'est de revenir à Venise. Bon, c'est pas prévu pour tout de suite, je pense, mais j'aimerais beaucoup revenir à Venise. C'est une ville magnifique. Voilà, donc j'ai pris ce livre-là. Et aussi j'en ai vu vraiment que du bien passer sur donc la fileuse de verre, donc vraiment je me suis dit ok c'est pour moi. Sur Update, donc livre lu, livre en cours entre guillemets, j'avais fini au mois de novembre je pense Les Dames de Marlowe Enquête de Roberto Rogood, qui est un cosy mystery, qui est un tome 3. Et j'aime beaucoup cette saga de Cosy Mystery. On retrouve trois personnages un peu déjantés, trois vieilles dames, parce qu'elles aiment d'ailleurs à s'appeler comme ça, hein. C'est pas du tout un jugement de valeur de ma part. Et pour le coup, on est sur là une enquête où en fait on suit c'est le maire de la ville qui va décéder, qui va être empoisonné lors d'un conseil municipal, il me semble. Et donc du coup on est plongé comme ça au cœur de l'enquête. Franchement c'est très très bien écrit, on se prend pas la tête, c'est une lecture doudou, facile, très très agréable, en tout cas au niveau de la construction, parce qu'en fait l'auteur nous perd complètement parmi tous les personnages et tous les rebondissements en fait de l'enquête. Donc franchement j'ai trouvé ça très très bien. Moi je vous conseille, en saga de Cosy Mystery, j'en lis très peu. Voilà, j'en lisais pas mal une époque, maintenant j'en lis très très peu parce que quand c'est un peu trop facile, des fois de temps en temps, voilà, ça m'ennuie un peu. Mais j'avoue que entre deux lectures plutôt exigeantes, je trouve que c'est quand même sympa à lire. Donc voilà, j'ai pas d'autres arguments si ce n'est j'espère que vous avez découvert Les Dames de Marlowe parce que c'est une saga vraiment très cool. Et donc vraiment sans transition aucune, c'est là où je me dis mais c'est cata Marie. Mes genres de lecture ne se ressemblent pas, je lis vraiment de tout. J'ai lu, j'avoue, en livre audio, Le consentement de Vanessa Springora. C'est un cours, en fait je cherchais vraiment un livre très court là dans ma palle. J'avais envie vraiment d'avoir la sensation d'avoir terminé un livre tout simplement. Et donc j'ai ressorti celui-là, il traînait un petit peu dans ma palle depuis un moment. Et Le consentement, franchement, c'est une lecture qui est glaçante. Alors, on le voit, il a été interprété en film. Je ne sais pas en quelle année par contre, mais j'avoue que j'ai pas envie de regarder le film parce que clairement là, après avoir lu le livre, il y a des scènes qui sont très brutes, qui déjà en livre sont quand même assez choquantes, donc j'imagine même pas en film. Voilà, c'est un roman qui est quand même nécessaire, il est vraiment bouleversant, enfin il est vraiment poignant. Je pense qu'on peut pas rester insensible en fait après avoir lu ce livre, c'est impossible. C'est un roman clairement marquant où l'autrice revient en fait sur une période de sa vie où elle a été en couple avec un homme qui à l'époque avait 50 ans et elle en avait 14, enfin il avait la cinquantaine en fait. C'était un auteur extrêmement connu, reconnu, il était voilà, il vendait très bien ses livres et en plus il était évidemment invité
dans tous les médias de l'époque. On est dans les années 80-90 si je ne me trompe pas. Je ne sais plus à quel moment ça se déroule, mais voilà, 80-90 je crois. Et en fait, elle revient en fait sur ses pensées les plus intimes. En fait, c'est plutôt une sorte de roman autobiographique, si vous voulez. Donc, elle revient sur beaucoup d'événements et surtout sur ses ressentis de l'époque. Alors, forcément, ils sont un peu différents, ces ressentis de l'époque, parce que bah, aujourd'hui, au moment où elle a écrit, elle est bien plus âgée, donc elle peut se rendre compte d'énormément de choses. Mais je trouve qu'en fait, ça ne transparaît pas. Enfin, comment expliquer? Sa vision biaisée, entre guillemets, de plus âgé ne transparaît pas énormément dans le livre, et c'est ce que j'ai vraiment apprécié, parce qu'en fait on est clairement plongé dans la peau de cette adolescente et on se dit mais comment c'est possible en fait, comment déjà à cette époque ils aient pu banaliser une telle relation. Ça paraît impensable aujourd'hui, mais c'était le cas, et c'était malheureusement il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc j'ai apprécié vraiment le fait d'être dans la peau de cette adolescente, et finalement elle prend énormément de recul sur sa situation pour créer ce... Alors, du coup, c'est toujours très compliqué, je trouve, dans les romans autobiographiques de dire le mot personnage, parce qu'en soi, ça a été vrai, donc c'est une personne, mais là, dans le roman, c'est un personnage, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, ouais, le personnage, forcément, est hyper touchant parce que les événements font que on voit un peu, en fait, l'emprise qu'a cet homme sur cette adolescente, qui est évidemment, et c'est encore presque, enfin, c'est une enfant hein, quand même. Déjà, elle est mineure, mais même de par son âge, 13-14 ans, enfin, c'est quand même enfantin, hein, clairement. Même si certaines sont très matures, il n'empêche qu'on reste quand même De toute façon, c'est répréhensible par la loi, donc on reste enfantin. Et en fait, cette emprise est hyper bien décrite dans le livre. Sa naïveté et ses envies, forcément cet homme qu'elle idéalise et qui va se transformer, qui va devenir finalement plus tard son pire cauchemar. C'est ouais, c'est un livre qui est tout court, donc j'ai franchement pas envie de vous dévoiler toute l'intrigue, même si bah, on la connaît forcément. Et de toute façon, je pense que si vous pouvez faire, si vous voulez en savoir un peu plus, vous faites un petit peu vos recherches et puis vous trouvez clairement l'auteur en question. Euh, j'ai trouvé ça hyper bien construit, hyper bien fait, et on n'est pas tant dans le descriptif, on est vraiment dans de l'ordre de l'intime et de l'intimité aussi. C'est pour ça que j'ai pas trop envie de regarder le film, c'est que je pense qu'il y a des scènes dans l'intimité qui sont tellement violentes que j'avoue, mon petit cœur de sensible va pas trop apprécier de regarder le film, je pense. Mais je suis quand même contente d'avoir découvert ce livre, parce que pour le coup je serais vraiment passée à côté de quelque chose, je pense. De parler de l'autobiographique, en fait, je trouve que c'est hyper difficile, vraiment. Mais d'un autre côté, bah, c'est des livres qui sont clairement nécessaires et qui font prendre conscience de beaucoup de choses. Donc vraiment voilà, j'ai été frappée par cette lecture. C'est difficile pour moi aussi de vous dire que c'est un coup de cœur, parce que bah, au vu du sujet, enfin, c'est voilà, très compliqué, mais bouleversant, marquant, poignant, très touchant. On ne peut que mettre en perspective avec énormément de choses, et du coup bah, je vous le conseille, même si voilà, attention, il y a quand même je mets de gros trigger warning, il y a pas mal de scènes explicites notamment, et des scènes qui peuvent être, je pense, très bouleversantes. Donc voilà, lisez, mais en connaissance de cause, je pense. J'avoue qu'après cette lecture, ça a été un peu compliqué de me plonger dans un autre livre, mais j'ai quand même lu celui-là, Les Grandes, on reste dans la thématique visiblement féministe, Les Grandes Oubliées, donc Pourquoi l'histoire a effacé les femmes de Titiou Lecoq, que j'avais vu à la foire du livre... que j'avais vu à la foire du livre de Brive cette année, qui est donc dédicacée, et j'étais très curieuse de découvrir cet essai, parce qu'en fait c'est un essai pour le coup, où du coup l'autrice met en parallèle tout ce qu'on apprend à l'école avec finalement bah, tout ce qu'on apprend de l'histoire à l'école et le rôle des femmes
à travers les époques, entre guillemets. Elle revient donc depuis le début, en fait, on retrace, là, vous voyez, au début, on est sur la préhistoire, ensuite, on est sur le néolithique, il me semble. La place du féminin, blablabla, les femmes bâtissent des cathédrales, on fait vraiment toutes les époques, donc préhistoire, Moyen-Âge, etc. jusqu'à nos jours. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, ça offre un autre angle, un autre point de vue finalement à ce qu'on a appris de l'histoire et ce qu'on sait. Et de tous les hommes au final qui ont façonné l'histoire, il n'y a pas eu que des hommes. Et du coup, je trouve que c'est assez intéressant. Après, elle a forcément un parti pris parce que c'est un essai, donc elle met en avant que des femmes et c'est vraiment un parti pris, un choix assez marquant. Donc, pour moi, il est quand même un peu à nuancer. Maintenant, je trouve que ça remet en perspective certaines choses et ça, voilà, encore une fois, offre un autre angle, un autre point de vue qui, somme toute, a le mérite d'être là et le mérite d'exister. Donc je trouve que c'est assez intéressant. Elle met en avant pas mal de figures. Alors, moi, ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'était plus la deuxième moitié parce que même si ça offre un autre point de vue sur la préhistoire, par exemple, ou le Moyen-Âge, etc., on sait très bien que la place de la femme à cette époque n'était pas non plus celle qu'elle est aujourd'hui ou très récemment. Donc voilà, il faut toujours un peu nuancer. Et puis de ce qu'on sait aussi, donc c'est toujours un peu compliqué. Mais je trouve que globalement, elle a le mérite, je pense, de faire voilà, revivre certaines figures féminines fortes qui avaient certainement une place importante à l'époque et qui finalement a été effacée, gommée de pas mal de manuels d'histoire parce que l'histoire a été un peu quand même faite, écrite, réécrite par des hommes globalement. Donc voilà, j'ai trouvé ça très chouette, mais je peux pas dire que j'ai adoré plus. Après, c'était très intéressant au niveau de la lecture parce que l'autrice, elle a une plume avec beaucoup d'humour. Et l'humour vient comme ça un peu être distillé au fil des pages et je trouve que ça change en fait au niveau du discours, au niveau de même de l'appréciation globale. Je trouve que c'est plutôt sympathique que d'avoir ce ton. On n'est pas 100% dans l'humour tout le temps, hein, mais d'avoir quand même un petit ton décalé, ça vient mettre un peu moins de sérieux dans le propos, même si le propos reste bien sûr très sérieux. Voilà, donc je vous conseille quand même si vous voulez découvrir. Je trouve que c'était intéressant. Après, voilà, pour moi, c'est quand même pas ma lecture de l'année, mais c'était pas mal. Et donc, là je n'ai pas le livre, donc je vais vous le chercher. Résolution 2026, j'ai décidé d'être bien plus transparente avec vous. Alors non pas que je n'ai pas été transparente les autres années, pas du tout, mais j'ai vraiment envie de vous donner plus d'avis, par exemple sur des livres où je suis pas forcément hyper emballée, plus d'avis concrets plutôt que de ne pas vous en parler. Donc j'avais commencé en lecture commune celui-ci, La passeuse d'histoire de Sejal Badani. Regardez où j'en suis, j'ai quand même pas mal lu. Et à l'époque où donc j'avais commencé en lecture commune avec Flora du compte Mon Prochain Livre. Et à cette époque-là, je plaide coupable, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Je devais avoir un trop-plein de Charleston. J'avais commencé en octobre, il me semble, ce livre. Et j'ai pas réussi et je l'ai mis de côté en fait. Aujourd'hui, je me dis ce serait cool de le reprendre. Alors, c'est pas du tout parce que j'ai pas aimé, mais je pense que j'avais vraiment un trop plein de Charleston, littéralement. Je venais de finir mon aventure. Ça avait été un peu... Et c'était compliqué de me remettre vraiment dans les livres Charleston, je pense. Et celui-là, il fait quand même très voilà, Charleston pour le coup. Parce qu'on est sur une double temporalité où ça se passe en Inde, où on a un secret de famille. Avec une héroïne évidemment très forte, courageuse, téméraire, tout ce que vous voulez. Et on est à la fois en Inde dans les années 1920 je pense, et à la fois de nos jours. Et ça se lisait vraiment très bien, mais en fait je sens l'histoire d'amour arriver, je sens la fin arriver, je sens le fil, en fait je sens le scénario type arriver. Et j'avoue qu'à ce moment-là, j'avais pas envie de lire ça, voilà. Et
après, malheureusement, enfin, heureusement ou malheureusement, je sais pas comment le dire, mais la lecture commune était prévue, donc je me suis dit, ok, je vais essayer de tenir mon engagement. Au final, je n'ai pas tenu. Mais bon, la lecture, ça doit être quand même du plaisir, donc faut essayer de rester là-dessus. J'avoue que j'aimerais bien le reprendre pour le coup, parce que je pense que pour le coup c'est vraiment une histoire qui peut me plaire et un roman qui est un peu dans ma DA entre guillemets, mais je ne sais pas, il y a un truc qui a fait que je l'ai mis de côté pour d'autres lectures, voilà. Donc dommage, mais j'aimerais bien le reprendre pour le coup cette année. Donc ensuite, après ces deux lectures-là, enfin ces deux premiers avis de lecture que je vous ai présentés, un peu plus orientés féministes et tout, bah je suis passée sur un truc très léger, voilà. Parce que le mois de décembre, bah, je crois que je vous l'avais dit, mais c'était un mois vraiment... Enfin, fatigant. Voilà, j'étais dans le rush de fin d'année, fatigant, et j'avais pas envie de me prendre la tête en fait sur une lecture difficile. Non pas que c'est pas bien de ne pas lire de choses difficiles, mais voilà. Donc, je me suis dit, une petite romance de Noël, ça peut faire le taf quand même en cette fin d'année. Et ça a fait le taf, voilà, on va dire les choses comme ça. Même si c'est pas ma romance préférée. Voilà. Après, il est très beau le livre, j'avoue. J'ai craqué sur ce livre parce que je l'ai trouvé vraiment très beau. Et Un homme au pied du sapin de Lucy Score, c'est le tome 2, entre guillemets, de L'homme de la situation que je vous avais présenté dans ma vidéo bilan lectrice Charleston. Je vous mets en petit i. Clairement, j'avais hâte vraiment de me replonger dans cette ambiance, de retrouver la plume de l'autrice que je trouve vraiment bien, et surtout dans un truc un peu doudou, qui fait du bien, où je crois, voilà, où on croit en l'amour. En gros, c'était un petit peu ça le sujet. Et au final, j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de longueur pour une romance. Après, peut-être que j'adhère pas avec l'ambiance Noël, c'est possible. Pourtant, là, pour le coup, elle m'a pas trop dérangée parce qu'elle était pas omniprésente. J'avoue que j'ai du mal quand c'est omniprésent. Là, ça a été, c'était justement bien dosé. J'ai bien aimé le début parce que ça se mettait en place de manière relativement lente et l'autrice prend le temps en fait de poser ses personnages dans un contexte, dans une ville. Elle prend le temps de les... Nous aussi, en tant que lecteurs, on prend le temps en fait de les étudier. Donc j'ai trouvé ça très pertinent et plutôt bien amené et bien créé, bien fait. Mais en fait, direct au moment où on passe aux choses sérieuses, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire, c'est donc deux personnages qui au début se détestent et puis qui bien sûr vont tomber amoureux et tout de suite c'est l'amour fou, et ensuite va y avoir un problème et donc ils vont se dire ah bah non, bah on peut pas être ensemble, blablabla. Et je vous laisse deviner la fin bien sûr, mais le scénario évidemment est un petit peu attendu. Mais en fait j'ai trouvé que vers le milieu du roman ça retombait un peu comme un soufflet et on avait des longueurs au final. En fait entre le passage on peut pas être ensemble, c'est pas possible, il y a un blocage, et puis la fin en fait je trouvais que c'était long. Voilà, j'aurais aimé que cette partie là soit plus courte. Sinon tout le reste du roman est quand même bien fait, bien construit. Il y a quand même beaucoup de scènes assez olé olé, on va pas se mentir, on est sur une pure romance, ce qu'on appelle un peu spicy. J'ai la fontaine à eau qui commence à déconner, je suis désolée si vous l'entendez. Et donc, pour le coup, j'ai été contente de cette lecture, mais j'ai mis énormément de temps à la lire, justement parce que j'ai trouvé que ça traînait un peu en longueur et que j'avais envie en fait qu'on arrive immédiatement à la fin et d'avoir un peu de joie. En fait je trouvais que le temps était long dans la partie un peu déprimante, sans que ce soit trop déprimant, mais voilà. Je trouvais que c'était un petit peu long sur cette partie-là. Après j'ai bien aimé retrouver les personnages. Là on est sur le personnage de Cathy, je crois, Catalina. Pourquoi je dis Cathy? Voilà, Catalina qui n'est autre que la sœur en fait du personnage principal de L'homme de la situation,
c'est sa sœur jumelle il me semble, et elle est animatrice d'une série, enfin d'une production de télé-réalité dans la rénovation de maisons. Et donc là, elle va en fait vouloir sauver à tout prix une ville qui a été dévastée par un ouragan dans le Connecticut, donc aux États-Unis. Et en fait, bien sûr, le maire de la ville s'oppose à l'arrivée des caméras dans sa ville parce qu'il pense que ça fait mauvaise presse, etc. Et donc il va évidemment se mettre en travers du chemin de cette fameuse Catalina qui est grande, belle, blablabla, magnifique, tout ce que vous voulez, qui a énormément confiance en elle et lui pas du tout, il est papa divorcé. Donc en vrai il y a quand même pas mal de sujets à l'intérieur de ce livre qui sont assez intéressants, notamment voilà, cette relation de père célibataire divorcé, de finalement recomposition de famille, tout ça. Enfin, je trouvais que c'était quand même intéressant à lire. Et ça change un peu parce que j'aime bien ce que Lucy Score fait dans ses livres, c'est que c'est jamais manichéen, c'est jamais... Enfin, tout est en nuances en fait, et je pense que c'est ce que j'apprécie vraiment le plus, ce que j'avais adoré dans L'homme de la situation, et ce que j'adhère aussi, et ce que j'ai... C'est pas français, ce que j'adhère et ce que j'aime dans Un homme au pied du sapin. Maintenant ça reste évidemment un peu cliché, il faut en avoir aussi conscience, mais l'ensemble fait qu'on passe un agréable moment et c'est ce que je voulais en fait avoir et ce que j'ai eu, donc ma foi il a rempli, il a coché toutes les cases et rempli ses promesses, donc c'est tout ce que je lui ai demandé. Bon, après une lecture donc doudou, eh ben, vous commencez à me connaître. Qu'est-ce qu'il faut que je lise? Eh ben, une lecture difficile. Voilà, j'alterne. J'ai l'impression que c'est un petit peu ce que je fais là depuis quelques mois. C'est-à-dire que je fais une lecture super facile avec une lecture super difficile. Et donc, je vous présente, et en plus là vraiment... je suis passée clairement sur quelque chose de complètement différent et surtout j'ai adoré. Je vous présente mon premier coup de cœur de 2026 qui n'est autre que La ballerine d'Auschwitz de, je prononce très mal, Auschwitz, de Edith Eger, qui n'est autre qu'en fait une ancienne survivante donc du camp. Donc là on revient, on revient sur de l'autobiographique, voilà, sur un roman quand même, autobiographique. Il est court, il est super court. En fait, pareil, je voulais un livre court et je ne sais pas pourquoi, mais tous les livres courts que j'ai dans ma palle sont quand même plutôt des romans autobiographiques. Donc, écoutez, c'est un hasard, je ne sais pas. Mais je reviens sur du Charleston. Voilà, j'avais reçu ce livre en fait début janvier et je sais pas, j'ai commencé à lire la 4e de couverture, je me suis dit oula ça va être difficile hein, parce que bien sûr on est dans le camp en question et on suit en fait l'histoire de l'autrice qui a 15 ans, 16 ans. Voilà, 16 ans en 1943, qui va donc être ensuite déportée et qui va vivre un enfer pendant, il me semble, je crois que c'est 1 an et demi ou 2 ans, enfin vraiment un temps infini dans ce... Alors pas qu'à Auschwitz, hein, il y a Auschwitz, mais aussi il y a un autre camp apparemment qui était pire juste après. Je vous laisserai découvrir si vous voulez lire ce roman. Et je me suis dit mais ça va être super super dur, est-ce que je me sens de le lire et tout, et en fait je sais pas, par curiosité j'avais commencé à lire le début là, les premières pages, et en fait j'ai commencé la note de l'autrice et en fait je sais pas, ça m'a c'est un peu bizarre dit comme ça, mais ça m'a inspirée et je me suis dit ok bah, j'ai quand même envie de découvrir ce roman parce qu'en fait l'autrice met quand même l'accent sur l'espoir. J'ai envie de dire le côté lumineux, mais non, on est quand même pas sur du lumineux, mais elle met vraiment l'accent sur l'espoir, sur le fait qu'il y a toujours de l'espoir et que finalement ce qui l'a aidé à s'en sortir, c'est l'espoir. C'est les rêves, c'est l'envie de retrouver des gens après le camp, l'envie de s'en sortir, tout ça. Et on n'est pas du tout sur quelque chose qui est donneur de leçons, absolument pas. Mais on sent qu'elle a quand même voulu faire passer un énorme message à travers donc, ce roman, à savoir il y a toujours de l'espoir, et quand il y a de l'espoir, ben,
on peut s'en sortir. On traverse des horreurs. Enfin, elle a vraiment traversé l'horreur la plus... j'ai même pas de mots, mais la pire chose qui puisse arriver, je pense que voilà, elle l'a vécu. Et du coup, elle disait, bah justement, en fait, parce que j'ai vécu tout ça, je peux vous dire que pour s'en sortir, c'est l'espoir, en fait, qui vous permet de tenir et qui vous permet de vous en sortir. Et je trouvais que voilà, c'était un beau message au final et ce roman le retranscrit extrêmement bien. Alors, c'est très très difficile. Attention, vraiment. Il y a des scènes, j'ai dû m'arrêter de lire, hein, clairement, parce que je trouvais que ça faisait un peu trop. C'était un peu trop sombre à certains moments, évidemment, hein, au moment des camps. Là, c'était un peu trop sombre, donc il y a des moments j'ai dû m'arrêter de lire, mais je l'ai quand même dégommé, donc je pense que c'est vous dire le niveau du livre, et c'est pour ça aussi que je vous dis que c'est un coup de cœur, parce qu'à partir du moment où je n'arrive pas à lâcher un livre, où j'ai qu'une envie, c'est de retourner à ma lecture, de continuer, voilà, d'être happée en fait complètement par ma lecture. Je pense que tous les lecteurs, lectrices, vous savez, vous connaissez ce sentiment, et je trouve qu'il est incroyable ce sentiment. Et bien tout ça fait que je peux qualifier ce livre de coup de cœur, bien évidemment. Ah bah ils mettent lumineux, vous voyez, dans la 4ème de coup, en fait, je voulais pas employer le terme lumineux, mais bon, un témoignage, ok, c'est le témoignage qui est lumineux sur la résilience humaine. C'est ça, c'est vraiment ça. Edith Eger décrit admirablement la libération et le retour au monde des vivants avec la danse comme fil qui retient à la vie. Parce que c'est une ancienne gymnaste, on suit vraiment d'ailleurs sa famille, ses amours notamment, enfin, son amour de jeunesse, etc. Mais ses amours de manière générale. Et aussi on revient finalement sur toutes les problématiques qu'a une adolescente, tout simplement, qui a envie de, comme toutes les adolescentes à ce moment-là, qui vit sa vie de manière normale, mais juste dans un monde qui est clairement à la dérive. Et en fait, je trouve que c'est hyper bien écrit. Alors moi, j'ai adhéré complètement avec la plume. J'ai vu pas mal d'avis mitigés, voilà, sur cette lecture. Alors, pourquoi c'était mitigé? Comment ça se fait que ce soit mitigé? Je ne sais pas. J'avoue que je comprends pas trop les avis mitigés, parce que moi, pour le coup, j'ai été tellement dedans que je comprends pas qu'on puisse pas aimer, mais il y en a beaucoup qui disaient j'ai pas réussi à adhérer avec le personnage principal et donc à être complètement en immersion. Moi j'y étais. Moi j'étais avec elle, je vivais tout ce qu'elle vivait, enfin voilà. Mais je pense que ça c'est dû à la plume qui peut être un peu froide, mais voilà, je mets des mais dans... J'insère des mais vraiment dans mes phrases, parce que pour moi, j'ai vraiment adhéré. Et je le trouve incroyable. Voilà. Après, est-ce que je l'ai lu au bon moment? Certainement. Est-ce que c'est le fait que ce soit un roman autobiographique? Certainement aussi, je ne sais pas, mais la manière dont c'est écrit, moi j'ai même adhéré avec, au-delà de l'aspect quand, j'ai adhéré finalement avec avant, comment elle décrivait les relations familiales notamment qu'elle avait, qui sont très difficiles, enfin vraiment, mais on en parle de sa mère qui ne la considère pas, enfin c'est... Voilà, il y a des trucs, c'est vraiment très difficile, et tu te dis malgré ça en fait, elle a réussi à s'en sortir, donc on se dit... quand même quoi, il faut une sacrée force de caractère je pense, et de mentale, physique aussi également, mais mentale pour s'en sortir quoi, parce qu'il y a des trucs, c'est très dur. Voilà. Je sais pas si je vous le vends bien, mais, sachez que j'ai trouvé ça incroyable. Après, là ils mettent la ballerine d'Auschwitz, ils font référence à un passage dans le livre, il n'y en a qu'un seul passage voilà, dans le livre avec la danse. À d'autres moments, enfin non, j'exagère, à d'autres moments il y a d'autres passages avec la danse, mais la danse n'est pas le seul espoir en fait. Voilà, donc je dirais pas que c'est trompeur non plus, mais ça fait très marketing forcément d'avoir mis la ballerine d'Auschwitz, etc. Bah non, elle danse qu'une seule fois hein, à Auschwitz, hein, désolée de casser le mythe. Mais il y a quand même la danse qui revient, donc le sport de manière générale, parce qu'il y a la gymnastique au tout début, puis ensuite
Elle a été danseuse et ensuite il y a d'autres l'après à Auschwitz, il y a d'autres rappels à la danse, mais c'est pas l'élément principal du roman. Voilà, juste pour faire un petit aparté par rapport à cette couverture et au titre. On est là sur un témoignage en fait de vie, sur ce qu'elle a vécu avant les camps en tant que très jeune adolescente, donc ses relations familiales, beaucoup ses relations familiales, relations avec son premier petit copain au final, à Auschwitz, un autre camp, et ensuite l'après. Comment elle a finalement réussi à s'en sortir, et puis même on voit jusqu'à la fin de sa vie, au moment en fait où elle écrit ce roman, je crois, aussi ses ressentis après coup. Et du coup, ouais, non, mais l'ensemble est voilà, très très intéressant, mais j'avoue que niveau marketing, bon, c'est très marketing d'avoir fait la ballerine d'Auschwitz. Voilà, je voulais quand même vous en parler parce que c'est fou d'avoir eu première lecture de 2026 et donc premier coup de cœur. Voilà, incroyable. Et donc, pour vous parler, je suis désolée, la séquence doit être super longue. Pour vous parler de mes lectures en cours, j'ai commencé en audio et je me le traîne. L'ouverture du grand magasin, enfin je débute cette saga, donc Les Demoiselles d'Oxford Street. Ça se passe à Londres, on est dans les années 1912 et on suit en fait 3 ou 4 jeunes femmes qui donc travaillent dans un grand magasin parce que c'est l'époque de l'ouverture des grands magasins, etc. Style Galerie Lafayette. Voilà en gros. Style Galerie Lafayette à Londres. Et on va suivre en fait chacune un peu leur vie, leur petite péripétie, tout ça. Je trouve juste qu'au niveau de la plume, ça fait très roman, rom-com. Voilà, mais assez classique j'ai envie de dire pour l'archipel. J'aime bien, franchement j'aime bien, je déteste pas, j'aime bien, mais j'avoue que c'est pas une lecture très très addictive. Voilà, c'est le seul reproche que j'aurais à lui faire, mais j'avoue qu'il y a certains personnages que j'apprécie plus que d'autres. Et je pense que ça joue aussi parce que du coup j'ai une espèce de déséquilibre entre guillemets. Bref, mais donc du coup je suis là-dedans et j'espère le terminer très bientôt. Et j'avais débuté, donc là aussi je suis transparente, j'avais débuté au mois de novembre. Je me souviens parce que je voulais un peu le lire pour Halloween et tout. L'Oracle de l'Oiseau Noir de Deborah Harkness, qui n'est autre que le 5e tome du livre perdu des sortilèges, qui est trop beau, il est magnifique. Et en fait, je le lis à une vitesse mais d'escargot parce que depuis novembre, je suis dessus. Voilà, nous sommes en janvier, ça fait 2 mois. Et je suis à la moitié. Voilà, j'en suis page 392 sur 600, on va dire. Donc voilà, j'en suis à peu près à la moitié. Et je me le traîne. Vraiment, je me le traîne. Il est bien, mais il est pas waouh par rapport aux autres tomes. Ce que j'adore, c'est retrouver les personnages. Et en fait, ça s'arrête là. Je trouve qu'au niveau de l'histoire, on est sur une histoire un peu décousue quand même. Et on est sur énormément de longueur. Beaucoup trop de longueur, je crois. C'est dommage parce que l'univers est incroyable. L'histoire de base, la trilogie de base, le livre perdu des sortilèges avec ces 3 créatures là, donc les vampires, les démons et les sorcières qui cohabitent. On est sur un univers magique qui est riche, très riche, vraiment chouette. Et là on continue en fait à découvrir un peu cet univers, mais là version... Avant, on avait plus le côté vampire, en gros. Là, on a vraiment le côté sorcière et surtout, l'héroïne principale, en fait, on la suit, en fait, elle est beaucoup plus âgée. Elle a des enfants. Donc, on continue, en fait, de suivre tous nos personnages chouchous. Mais en fait, ça traîne. Et je trouve qu'au niveau de l'histoire, bah, il n'y a pas beaucoup de rebondissements. Je comprends qu'elle ait voulu tout miser sur l'ambiance. Et c'est très chouette parce que, comme son titre l'indique, on est sur un oracle. Donc c'est vraiment cool parce que je découvre des parties en fait de cet univers, de la magie sorcière qui est ouf. Mais je sais pas, c'est vraiment un peu décousu pour moi. En fait, ça fait presque trop. Ça fait presque trop... J'ai l'impression qu'elle rajoute des choses pour rajouter des choses, quoi. C'est un peu... On
a l'impression d'être un peu abruti en fait, je trouve, en lisant cette lecture, tellement il y a de choses. C'est intéressant, mais du coup, ça fait beaucoup. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un peu le genre de lecture voilà, qu'on lit finalement pas d'une seule traite parce que je trouve qu'il y a trop d'informations. Et comme j'aime tellement, je pense, la saga, enfin voilà, la première trilogie, j'ai pas envie en fait de rater une information et tout. J'ai vraiment envie de tout savoir, tout connaître et profiter aussi. Et du coup, je prends mon temps en fait pour la lire. Donc c'est pas négatif, mais je suis pas non plus méga emballée. Donc je pense qu'on partira sur une bonne lecture simplement. Parce que je suis quand même super contente de retrouver en vrai tous les personnages. Mais, mais, mais on part en cacahuète quand même. Et du coup, la trilogie principale, si vous voulez pas lire les livres, elle est sur Netflix. Ça s'appelle donc Le Livre Perdu des Sortilèges. Les acteurs sont super chouettes. Je trouve qu'au niveau de la série, la 3 est pas ouf. La saison 3 est pas ouf, mais les 2 premières saisons, j'ai adoré. Donc voilà, foncez si vous voulez pas lire les livres parce qu'ils sont quand même assez épais. Vous pouvez regarder la série sur Netflix. Bon, la lumière est en train de baisser, donc il est temps pour moi de vous dire à bientôt, j'espère. Ou alors je fais qu'une seule vidéo parce que là j'ai beaucoup parlé, je ne sais pas, je sais pas encore. Mais voilà, pour mon gros update lecture et pour mes derniers avis lecture. Là on rentre dans une période où j'ai eu l'idée, c'est ridicule, mais j'ai eu l'idée de me mettre à jour pour les quais du polar. Parce que normalement, si tout va bien, mais je pense que tout ira bien, je vais au quai du polar à Lyon, donc début avril. Et je me rends compte à chaque fois je me fais le constat que y a plein d'auteurs qui sont tous les ans au quai du polar, mais que je n'ai pas encore découvert, que j'ai pas encore lu leur livre et tout. Et je me dis, mais c'est dommage, Marie, parce qu'à chaque fois que tu y vas, et à chaque fois, du coup, tu passes pas à leur stand pour... Enfin, c'est bête, quoi. Et donc, je me suis fait une petite liste où j'ai noté, en fait, tous les auteurs, tous les livres, en fait, des auteurs que j'ai dans ma palle et qu'il faut absolument que je découvre avant les quais du polar. Donc, est-ce que je vais tenir mon engagement? Ça, je ne vous dis pas sûr à 100%, voilà, je ne dis rien, mais j'espère en tout cas découvrir pas mal d'auteurs, ou continuer en tout cas à découvrir certains auteurs. C'est un peu mon objectif. Je sais déjà qu'il y a Céline Dangean, et évidemment j'ai extrêmement hâte de me procurer le 3e tome de la saga, donc Matrice, qui est génial. Je crois que c'est Le Châtiment, le 3e tome. Donc ça, je sais déjà que ça va être un futur achat. Mais par exemple, il y a Petroni Rossagna aussi, que je vois passer très souvent. J'ai 2 romans en plus d'elle dans ma palle. Allez Marie, genre. Voilà, je me suis mis un peu l'objectif, le défi, entre guillemets, entre gros guillemets, de la lire parce que voilà, à chaque fois elle est au quai du polar, et enfin pas tout le temps, mais cette année elle y est, et donc je me dis mais autant la découvrir en fait. Voilà, c'est une parenthèse terminée, mais j'espère pouvoir réussir un peu mon défi avant avril.